Et si la véritable révolution au Burkina Faso ne se jouait pas sur les champs de bataille, mais dans le bêlement des chèvres et le ruissellement de l'eau tirée des puits? Imaginez un instant. Au lever du jour, dans un village du Sahel, la brume s'efface lentement sur des silhouettes affairées. On entend le cri du coq, puis le bêlement d'une poignée de chèvres. Chaque goutte d'eau tirée d'un puits, chaque sillon tracé par une houe, chaque graine enfouie dans la terre porte en elle une promesse de renouveau. Ce sont là les armes d'une nouvelle lutte, silencieuse mais déterminée, qui se joue loin des projecteurs internationaux. Pendant des décennies, le Burkina Faso n'a existé dans les médias occidentaux qu'à travers des images de guerre, de pauvreté et d'ombres silencieuses. Des reportages montraient un an des enfants hagards, des villages en ruine, des files d'attente pour un sac de riz jeté par un convoi humanitaire. Pourtant, loin des gros titres, une transformation discrète bouleverse aujourd'hui la terre du Sahel. Le récit dominant, celui qui enferme l'Afrique dans le carcan de l'assistance et de la dépendance, vacille. Ici, ce qui se joue dépasse la question des armes ou des aides humanitaires. Il s'agit d'une renaissance portée par la dignité retrouvée, la sueur du peuple et le courage quotidien. Comme en Éthiopie dans les années 80, où la famine a révélé la force des communautés, le Burkina Faso prouve que la vraie reconstruction part de la base. Au centre de cette métamorphose, un homme émerge, Ibrahim Traoré. Pas de promesses tapageuses, pas de discours grandiloquents. Sa doctrine tient en une phrase: mieux vaut la dignité que la dépendance. Mieux vaut des mains qui creusent la terre, élèvent des chèvres ou réparent un puits, que des mains tendues vers l'étranger. Peut-on réellement construire la paix et la prospérité sur la seule base de l'aide internationale, ou la fierté née de l'action locale peut-elle accomplir bien plus que tous les plans venus d'ailleurs? Cette question a traversé l'histoire de nombreux pays. Rappelons-nous le Japon d'après-guerre, où l'entraide locale a permis de relever une nation détruite. Aujourd'hui, c'est la question qui traverse tout le Burkina Faso, et qui devrait nous interpeller partout dans le monde. Car si l'on persiste à voir l'Afrique comme un continent à sauver, on condamne des peuples entiers à l'assistanat perpétuel, à l'effacement de leur identité et à l'impuissance collective. Refuser de voir cette révolution du quotidien, c'est choisir le statu quo du paternalisme, l'abandon de l'espoir et de la souveraineté. Mais alors, comment ce mouvement a-t-il germé, là où tout semblait perdu? Pour le comprendre, il faut revenir sur les années les plus sombres du pays et observer comment la poussière du Sahel a forgé un nouveau chemin. C'est dans l'adversité la plus extrême que naissent souvent les plus grandes transformations. La Corée du Sud, autrefois ravagée par la guerre, a dû tout reconstruire village par village avec la seule force de ses habitants. Le Burkina Faso suit aujourd'hui le même chemin d'émancipation. Avant de saisir l'ampleur de cette mutation, il faut plonger dans les ténèbres qui ont précédé l'aube. C'est dans la survie et la résistance que s'est dessinée une autre voie. Comme le Rwanda après le génocide, où la société a dû tout réinventer pour survivre, le Burkina Faso a été obligé de repenser ses fondements. Pendant des années, le Burkina Faso s'est tu sous le poids de la peur. Un silence brisé seulement par le crépitement des armes, l'écho lointain d'une vie qui s'efface, la fuite invisible de l'espoir. Ici, la violence n'a pas seulement volé des vies, elle a vidé des régions entières, ne laissant derrière elle qu'un désert d'absence. Des provinces entières ont été abandonnées. Plus de 2 millions d'âmes ont fui, cherchant refuge là où la terre ne vibrait pas sous les pas des groupes armés. Au nord comme à l'est, des villages entiers ont disparu. Les bruits des marchés, les toits de tôle, les rires des enfants, tout s'est dissous dans la peur. Cette image rappelle celle du Kosovo à la fin des années 90, où des milliers de familles ont quitté leurs terres pour échapper à la violence. La brutalité n'a pas frappé que les murs. Routes, écoles, marchés, tout a été dévasté, rendant la vie quotidienne impossible. Les enseignants ont déserté, les commerçants ont fermé, les familles ont été dispersées. L'absence d'infrastructures, de sécurité de futur, a plongé la société dans un abîme muet. Le tissu social s'est effiloché, comme en Syrie ou en Afghanistan, où la guerre a laissé des cicatrices profondes dans chaque famille. C'est au cœur de cet effondrement que le capitaine Ibrahim Traoré s'est imposé en l'an 2022. Contrairement à d'autres, il n'est pas venu par soif de pouvoir. Il cherche à ouvrir une brèche, à inventer une voie forgée dans la poussière du réel, loin des promesses abstraites. Son arrivée a rappelé celle de Thomas Sankara, figure emblématique des années 80, qui prônait déjà l'autosuffisance au Burkina Faso. Pour Traoré, tout repose sur une certitude. Sans sécurité locale, rien ne renaît. On ne rebâtit pas une vie sur la peur, on ne sème pas l'espoir sur des routes coupées par la violence. Sa stratégie, reconquérir la dignité à travers la sécurité, refuser la dépendance à l'aide extérieure, privilégier l'action,
ici et maintenant. Ce principe a guidé d'autres leaders, comme Julius Nyerere en Tanzanie, qui a misé sur l'union des villages pour rebâtir son pays après l'indépendance. Ne pas saisir ce choix, c'est sous-estimer l'ampleur du vide, la profondeur de la peur qui a rongé la société burkinabé. Parfois, ce sont les populations elles-mêmes qui reprennent leur destin en main, non par bravade, mais par nécessité vitale. Dans la vallée du Sourou, par exemple, des femmes déplacées ont replanté des jardins collectifs, refusant de céder au désespoir. Mais alors, comment transformer ce désespoir en force collective ? La sécurité locale peut-elle vraiment devenir le socle d'une renaissance durable ? Pour comprendre, il faut plonger au cœur des villages, là où renaît lentement la volonté d'agir. C'est ici que se dessine le pari risqué mais audacieux du Burkina Faso nouveau. Chaque village récupéré n'est pas seulement un point sur une carte, c'est un symbole, celui d'un peuple qui refuse de disparaître. Mais la paix ne se sème pas au bout d'un fusil. Ce n'est pas en imposant la peur qu'on restaure la confiance. Comme l'a montré la Colombie après le conflit avec les FARC, la paix se construit d'abord dans le retour à la vie quotidienne, dans la capacité à circuler, à commercer, à apprendre, à soigner. Reprendre la terre commence par reconquérir chaque village, chaque carrefour abandonné à la peur. Pour cela, le Burkina Faso a déployé des bataillons d'intervention rapide, formés dans l'urgence, capables de surgir là où nul n'osait plus aller. Bloc après bloc, ils rouvrent les routes, escortent les familles, démantèlent les barricades dressées par les groupes armés. Cette stratégie rappelle celle des casques bleus au Liban, qui ont sécurisé des corridors humanitaires pour la population civile. Pourtant, le véritable tournant arrive après les militaires. Cette fois, police et gendarmerie ne viennent pas pour repartir. Ils s'installent au cœur des villages, écoutent les plaintes, apaisent les querelles, protègent les marchés et les écoles. Pas à pas, ils retissent la confiance déchirée. Dans le village de Dori, par exemple, la réouverture du marché central a permis à des centaines de familles de retrouver un revenu et une raison d'espérer. C'est la stratégie du contrôle du terrain humain. Non pas une occupation éphémère, mais une reconquête de la vie quotidienne. Ici, la sécurité ne se limite pas à l'uniforme. Elle signifie qu'une femme peut aller au puits sans escorte, qu'un enfant retrouve le chemin de l'école, qu'une famille ose rentrer sous son toit. Les policiers de proximité jouent un rôle clé, comme en Sierra Leone après la guerre civile, où leur présence a accéléré le retour à la normalité. Peu à peu, des signes de renaissance surgissent. Les marchés, jadis réduits au silence, résonnent à nouveau des cris et des rires. Les enfants reprennent place sur les bancs de sàmm d'école à l'ombre des arbres. Les familles reviennent, relèvant les murs, plantent leurs jardins, renouent avec leur dignité. C'est le même processus observé au Mozambique après la fin de la guerre civile, où chaque retour de déplacés a été une victoire collective. Mais cet équilibre reste précaire. Le moindre relâchement, la plus petite attaque, et tout peut s'effondrer, replongeant des milliers de personnes sur les routes de l'exil. Chaque avancée est donc précieuse, chaque présence maintenue, indispensable. Les habitants le savent, reconstruire, c'est aussi veiller ensemble sur chaque parcelle de paix retrouvée. Car lorsque la paix commence à s'enraciner, une vérité émerge. Sans pain, sans travail, sans perspective, elle ne tient pas. Les exemples du Libéria et du Sud-Soudan montrent que la seule sécurité ne suffit pas à empêcher l'exode si la misère persiste. Pour que la confiance et la stabilité durent, il ne suffit pas de ramener la sécurité. Il faut reconstruire les vies, les moyens de subsistance, la dignité même que la guerre a piétinée. C'est là que commence la deuxième étape de la révolution burkinabé. Après les fusils, place aux semences. Quand les armes se sont tues, une nouvelle bataille a surgi, celle de la faim. Des millions de Burkinabés, revenus dans leurs villages désertés, retrouvaient trop des murs debout, mais des greniers vides. Depuis des années, la survie dépendait de sacs de riz étrangers, d'une aide alimentaire qui, malgré sa générosité, laissait un goût amer d'humiliation et de précarité. Le capitaine Traoré voulait briser ce cercle vicieux. En 2023, il lance un plan national agropastoral d'une ampleur inédite. Son ambition ? Redonner aux Burkinabés le pouvoir de nourrir leur pays. 8 filières clés sont ciblées, mil, maïs, riz, niébé, tomates, oignons, volailles, bétail. L'objectif ? Relancer massivement la production, restaurer la souveraineté alimentaire, offrir un avenir où la dignité remplace la dépendance. Des investissements gigantesques, près d'1 milliard de dollars, sont engagés. On irrigue les terres, on construit des greniers, on distribue des semences améliorées et du matériel agricole moderne. Mais ce ne sont pas les discours internationaux qui nourrissent, ce sont les femmes et les hommes burkinabés qui sèment, arrosent, récoltent, apprenant à revivre de leur sol.
Dans le village de Koudougou, par exemple, des coopératives féminines ont multiplié par 2 la production de niébé en une saison, permettant de nourrir toute la commune sans aide extérieure. La vraie rupture vient des circuits de distribution. Désormais, les cantines scolaires achètent local. Le mil du Sahel, le riz du Sourou nourrissent les enfants du pays. L'argent reste dans les villages, créant une boucle vertueuse où l'effort collectif est récompensé. Les familles s'avouent leur peine valorisée. Leurs enfants mangent enfin le fruit de leur labeur. Dans la région de Bobo-Dioulasso, les agriculteurs ont même commencé à exporter des oignons vers les pays voisins. Preuve que l'autosuffisance peut rimer avec prospérité. L'élevage renaît lui aussi. Des milliers de kits d'animaux sont distribués. Chèvres, bovins, volailles, tout ce qui permet de reconstruire un foyer, de rendre espoir aux déplacés. La chèvre devient la première banque du foyer. Le veau la promesse de lendemains meilleurs. Ce tissu familial recomposé est le socle d'une économie rurale plus résiliente face aux crises. À Titao, par exemple, une famille ayant reçu 3 chèvres les a fait prospérer, permettant à 2 enfants de reprendre l'école et à la mère de démarrer un petit commerce de lait. Derrière ces chiffres, il y a une ambition: transformer le pays d'assisté en exportateur, de quémandeur en bâtisseur, redonner envie aux jeunes de rester, restaurer ce lien sacré entre la terre burkinabé et ses enfants. Prouver que nourrir son peuple n'est pas un rêve, mais une conquête possible. Comme au Vietnam, où la réforme agraire a tiré des millions de personnes de la pauvreté, le Burkina Faso veut écrire sa propre success story. Sans autosuffisance, la dépendance s'installe et l'humiliation persiste. Mais à chaque famille qui mange ce qu'elle a produit, c'est l'avenir qui reprend racine. Ce n'est plus seulement de la survie. C'est une révolution silencieuse portée par la fierté de rompre avec l'assistanat et de reconquérir la dignité collective. Pourtant, cette renaissance agricole n'est qu'un début. Car pour que ces semences prennent racine dans le temps, il fallait aussi réinventer la façon de gouverner, d'impliquer chaque citoyen, de servir le bien commun. Mais restaurer la terre ne suffit pas. Il faut transformer l'État lui-même pour que la confiance et la participation remplacent la résignation. C'est le second pilier de la révolution burkinabé. L'histoire de la Norvège, qui a bâti son État-providence sur la transparence et l'inclusion, prouve que la confiance citoyenne est le ciment d'une nation stable. La résilience a désormais un visage, une adresse, une promesse concrète. Au Burkina Faso, reconstruire n'est plus un rêve lointain. C'est un chantier national, brique après brique, pour que chaque citoyen puisse enfin s'installer dans la maison commune. Premier socle, le registre social unique. Chaque famille y est inscrite, chaque vie devient visible, chaque histoire compte. L'invisible se voit, l'oublié devient reconnu. L'aide cible enfin celles et ceux qui en ont le plus besoin. Dans le village de Pau, par exemple, une veuve isolée a pu bénéficier d'un soutien alimentaire et d'un microcrédit pour relancer son activité de tissage. Deuxième pilier, le programme d'appui aux ménages pauvres et vulnérables. Ici, les engagements prennent la forme de transferts directs, de microcrédits, mais aussi d'un appui spécifique pour les veuves et les jeunes. Ce ne sont plus des gestes de charité, c'est investir dans la dignité et l'autonomie de tous. À Ouagadougou, un groupe de jeunes a utilisé un microcrédit pour ouvrir une petite imprimerie, créant ainsi 6 emplois dans leur quartier. Troisième pilier, la couverture santé universelle incarnée par le RAMU. Fini les jours où la maladie forçait à vendre son toit ou le peu qu'on possède. Se soigner devient un droit fondamental, accessible à chacun, quel que soit son village ou ses moyens. Dans la commune de Kaya, un centre de santé rénové accueille désormais une centaine de patients chaque jour, pour des soins gratuits ou à tarifs symboliques. Résultat, l'État n'est plus une silhouette lointaine ou un mirage de promesses. Il est là, tangible, partenaire du quotidien, garant que demain sera un peu moins incertain qu'hier. Comme au Costa Rica, où l'accès à la santé universelle a renforcé la cohésion sociale, le Burkina Faso parie sur l'inclusion. La charité laisse place à la dignité. La peur recule devant la stabilité. Chacun peut se projeter, entreprendre, reconstruire, car il existe désormais un filet, une reconnaissance, une identité civique qui ne dépend d'aucun don étranger. L'histoire de la Grèce antique nous rappelle que la citoyenneté partagée est le socle de toute démocratie durable. Mais gare à l'oubli. Sans système, l'exclusion persiste. Avec cette organisation, tout le monde devient acteur, personne n'est condamné à l'ombre. La renaissance est collective, partagée, irréversible. Dans la région de Gaoua, la création d'une coopérative d'artisans a permis à 30 familles de sortir de la précarité, preuve qu'un filet social solide change des vies. Pourtant, derrière cette avancée, un défi demeure.
Comment maintenir cette dynamique sans retomber dans la dépendance ou la division? La réponse se cache dans la capacité du peuple à défendre, adapter et faire vivre ce nouveau contrat social. D'autres pays l'ont compris avant, comme le Ghana, qui a su préserver sa stabilité grâce à la vigilance quotidienne de sa société civile. Si le Burkina Faso peut se relever, armé seulement de quelques chèvres et de simples puits, qu'est-ce qui nous retient, nous? Honnêtement, quelle excuse nous reste-t-il pour ne pas transformer notre propre réalité, alors que là-bas, dans l'un des coins les plus éprouvés du monde, un peuple refuse la résignation et choisit l'action? À Waïgouya ou à Barsalogo, ils n'attendent pas un miracle ou une permission venue d'ailleurs. Ils bâtissent, à main nue, une dignité collective que ni l'aide internationale ni les grandes ONG n'ont jamais su offrir. Là-bas, la souveraineté ne commence pas dans les palais, mais dans la sécurité retrouvée du village, la fierté de boire chaque jour à un puits creusé ensemble, le bonheur de récolter ce que l'on a semé. Leurs victoires n'apparaissent jamais à la une des journaux occidentaux. Pourtant, là où d'autres voient d'un coup voient des ruines, eux voient un champ à défricher, une école à reconstruire, un avenir à réinventer. Ce n'est pas l'abondance des ressources qui fait la différence, mais un état d'esprit. Refuser d'agir, c'est accepter de rester spectateur, coincé dans l'attente, pendant que le monde s'effondre autour de nous. Mais s'inspirer de l'audace burkinabé, c'est comprendre que la résilience est concrète. Elle naît de gestes simples, partagés, locaux. Chacun de nous porte la responsabilité de refuser la fatalité, de miser sur l'entraide, l'autonomie, la dignité. Fermer les yeux sur cette transformation, c'est s'interdire tout renouveau véritable, chez soi comme ailleurs. C'est préférer la passivité à la puissance du collectif. Au contraire, les Burkinabés montrent que l'indépendance n'est pas un mot, mais une pratique quotidienne, patiente, minutieuse. Adopter cette leçon, c'est regarder autrement notre quartier, notre village, notre famille. C'est cesser d'attendre des solutions tombées du ciel, pour bâtir ici et maintenant une communauté plus forte, plus digne. Dans le Sahel, chaque retour de famille, déplacé, chaque rire d'enfant sur une place retrouvée, prouve qu'aucune situation n'est irréversible. Voilà la vraie question. Sommes-nous prêts à sortir du confort de l'attente pour devenir, nous aussi, bâtisseurs de résilience? Le Burkina Faso, par la force de sa volonté collective, trace un chemin que d'autres pourront suivre. Il ne s'agit pas d'idéaliser ni d'ignorer les difficultés immenses qui subsistent. Le terrorisme n'a pas disparu, la pauvreté non plus. Mais chaque pas vers l'autonomie compte. À chaque fois qu'un village reconstruit une école, qu'une coopérative s'organise, qu'un puits se creuse à la force des bras, c'est une victoire sur la fatalité. Pour aller plus loin, chacun peut s'inspirer de démarches concrètes. Premièrement, identifier les ressources locales et les talents cachés dans chaque communauté. Deuxièmement, favoriser l'organisation collective en créant des groupes de travail ou des associations de quartier. Troisièmement, miser sur l'éducation et la transmission des savoirs, pour que chaque génération soit plus forte que la précédente. Les Burkinabés n'ont pas attendu d'avoir tout pour commencer. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. Voilà le secret. Comme au Mali, où des villages isolés ont créé des radios communautaires pour tisser du lien, ou en Inde, où les femmes du mouvement Self-Employed Women's Association ont bâti des micro-entreprises dans les bidonvilles. En somme, la leçon du Burkina Faso, c'est que la dignité ne s'achète pas. Elle se conquiert. Elle se cultive comme on cultive un champ desséché, avec patience, humilité et persévérance. La révolution la plus profonde naît souvent là où on l'attend le moins, dans le sourire d'un enfant rassasié, dans la force d'une mère qui relève sa maison, dans la main tendue à un voisin. À nous de choisir, rester spectateur ou devenir acteur. L'histoire du Burkina Faso est ouverte, elle n'attend que d'être écrite par celles et ceux qui refusent la résignation. À chacun de nous d'y prendre part avec le courage tranquille de ceux qui savent que, goutte après goutte, graine après graine, tout pays peut renaître. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du Burkina Faso, pensez à ces chèvres, à ces puits, à ces mains qui bâtissent sans bruit. Derrière chaque geste simple se cache la plus grande des victoires, celle de la dignité retrouvée.